Mercredi 24 juin, bonsoir, bienvenue dans votre journal télévisé à la une de l'actualité. La fin d'une longue traversée, mais le début de nombreux voyages entre les îles sous le vent pour le Hawaii Kinui 2. Avec 2 fois plus de capacité que son prédécesseur, le nouveau cargo et son équipage ont accosté ce matin à Papeete. Elles aussi arrivées par la mer, mais guidées par les étoiles. Les pirogues Hokulea et Hikianalia ont accosté ce mardi à Taputapuatea, site sacré et symbole fort de leur traversée depuis Hawaï. Après une trêve de 6 mois, la frappe relance la mobilisation. Un préavis de grève a été déposé à la Maison de la Culture à quelques jours du Heiva. D'autres services du pays pourraient suivre. Palau se prépare pour les 12e mini-jeux du Pacifique. À 3 jours du coup d'envoi, Koror s'anime. 1500 athlètes venus de 23 pays s'apprêtent à s'affronter dans 12 disciplines. C'est la fin d'un long voyage de 3 mois, mais le début de nombreuses aventures dans nos îles sous le vent. Le Hawaii Kinui 2, 2 fois plus capacitaire que son prédécesseur, est arrivé à bon port ce matin. Une arrivée saluée par de nombreuses personnes venues accueillir l'équipage. Avec eux, Thomas Chabrol, Désiré Teivao. 88 mètres de long, un design qui ne passe pas inaperçu avec son étrave inversée. Le Hawaii Kinui 2, nouveau navire de la flotte de la SNP, est prêt à desservir les îles sous le vent. Le bateau, construit aux Pays-Bas, a quitté le site du chantier naval le 6 mai. Après une traversée de l'Atlantique et un passage par le canal de Panama sans encombre, le capitaine en charge de son convoyage est heureux de voir les côtes de Tahiti. C'est un rêve de tout petit, hein, comme mon père était un navigant, hein, sur le bateau de pêche. Donc j'aimais beaucoup en fait le suivre. Hein. Et puis après, j'ai fait ma carrière dans le côté caboteur. Donc aujourd'hui, alors j'y suis. Donc là, ça m'a plu de faire un premier convoyage depuis les Pays-Bas jusqu'à Tahiti. 12 passagers peuvent embarquer à bord, mais ce cargo, c'est surtout une capacité d'emport plus importante. 2000 tonnes de marchandises peuvent être transportées. C'est un peu plus du double que la capacité du Hawaii Kinui, navire vieillissant de 46 ans. Cette arrivée marque aussi l'aboutissement d'un projet lancé il y a 10 ans pour renouveler la flotte. Un investissement de 3 milliards pour desservir les îles sous le vent pendant au moins 30 ans. On a suivi les recommandations du schéma directeur 2015-2025 qui effectivement a incité les armateurs à renouveler la flotte. Donc au final, c'est le premier navire de charge neuf, puisque tous les navires aujourd'hui ont été achetés d'occasion. Et c'est le premier navire neuf en termes de navire de charge. Sur le quai, le son des toérés accompagne des sirènes en signe de bienvenue. Amis et proches sont impatients de retrouver les marins. Aidlani attend son père, maître d'équipage. Oui, je suis prête à accueillir. C'est la 2e fois qu'il va chercher un bateau et on était contents qu'il arrive. Surtout qu'on a préparé les couronnes et tout. Et du coup, c'est une fierté pour toute la famille. Les rotations avec l'Air Aromatei devraient démarrer d'ici 2 ou 3 semaines à raison de 2 voyages hebdomadaires. Elles aussi bouclent un long voyage depuis Hawaï, mais à la manière traditionnelle. Les pirogues Hokulea et Hikianalia sont arrivées ce mardi au site sacré de Taputapuatea, Raiatea, la terre de leurs ancêtres. Un toucher symbolique pour la première pirogue qui célèbre son 50e anniversaire. Ambiance sur place avec Jessica Doucet. Il est un peu moins de 10 heures ce matin lorsque les pirogues traditionnelles percent l'horizon à l'entrée de Te Awamoa. Près de 50 ans après sa première traversée, Hokulea revient à Taputapuatea, le berceau du triangle polynésien. Une arrivée très attendue sur le célèbre marais, lieu sacré de la culture polynésienne. C'est un moment qu'il ne fallait pas manquer, bien sûr. La population est là, les jeunes aussi étaient là. Donc un grand moment de communion. On essaie de garder ces images en mémoire pour les transmettre ensuite aux nouvelles générations. Tu avais quel âge lorsque Hokulea est venu pour la première fois? J'avais 13 ans. J'étais aussi dans la passe. J'avais 13 ans. Et là aujourd'hui j'ai 63 ans. Je suis content de recevoir la parole Hokulea. Après plusieurs semaines de navigation et plus de 5300 km parcourus, guidés uniquement par les étoiles, l'équipage mené par le capitaine Neinoa Thompson foule enfin la terre de ses ancêtres, un moment chargé d'émotion et de fierté. A sacred place.
C'est un lieu sacré, c'est un honneur absolu, un privilège d'être invité ici et d'être autorisé à être ici. Et c'est toujours mon souvenir le plus fort. La famille Taputa Puatia est une véritable école pour enseigner sur mon identité et l'importance de me connecter à l'océan. Les gens ici ne savent pas à quel point c'est important. Je ne peux pas l'expliquer. Au Centre du Pou d'Ehimene et lors d'une cérémonie du Kava, les délégations ont été accueillies avec toute la puissance de la culture polynésienne. Du haut de ses 33 ans, André a été choisi comme maître de cérémonie par le comité des sages. Préparé depuis l'enfance à prendre la relève, il perpétue aujourd'hui la tradition de ses aïeux. Il y a 50 ans, mon grand-père, mon papa adoptif était là sur le marais. C'est lui qui a conduit le groupe de chant. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la plupart des cérémonies sur le marais et tout. L'émotion, elle est forte. Le mana est là et après 50 ans, c'est pas tous les jours qu'on fête les 50 ans. Les grandes pirogues devraient quitter l'île sacrée d'ici jeudi, cap sur Tahiti, où une nouvelle cérémonie attend déjà les navigateurs. Un voyage symbolique entre mémoire et transmission qui fait vibrer tout le peuple polynésien. Au volet social, une menace de grève en cache une autre. Après 6 mois de concertation et la suspension d'une grève générale, la frappe repart au combat. La Fédération de rassemblement des agents des administrations a déposé un préavis de grève à la Maison de la Culture à quelques jours du Heiva et ce n'est qu'un début. Les détails avec Nicolas Pérez. Le Heiva Tahiti menacé par un mouvement de grève à la Maison de la Culture de Papeete. À quelques jours de l'ouverture des grandes festivités, les représentants syndicaux de la FRAP ont ainsi déposé un préavis de grève auprès de leur direction. 15 points de revendication y apparaissent, notamment pour dénoncer des conditions de travail précaires. Ils sont sur un rythme très intense. Il y a un problème d'organisation interne et puis il y a peut-être lieu aussi que le TFTN songe à recruter des cadres pour... enfin, c'est ce que nous voyons. Hein. Et puis, bon, la plupart des personnels là-bas sont de la catégorie D. Hein. Une annonce qui pourrait faire ressurgir les dossiers portés par la Fédération des agents des administrations, mis en suspens depuis janvier dernier. Il appartient au pays d'arrêter aussi de tergiverser parce qu'il y a eu un certain nombre de mouvements sociaux qui ont été, depuis que ce gouvernement est en place, je ne veux pas leur jeter la pierre, c'est juste qu'il faut prendre conscience aussi qu'il y a des salariés qui se plient en quatre pour réaliser la mission de service public. Ouais. La frappe réunira ce jeudi l'ensemble de ses forces vives pour prendre une décision d'un retour à la grève générale dès la semaine prochaine. En bref, côté justice, le tribunal correctionnel a rendu aujourd'hui son délibéré dans l'affaire Tawi FM et Ecopark. L'ancien vice-président du pays, Jean-Christophe Buissot, et l'homme d'affaires Dominique Auroy ont été relaxés, la juridiction estimant que la prise illégale d'intérêt n'était pas caractérisée. Plus d'informations sur notre site tntvnews.pf. L'actualité à la presqu'île de Tahiti est aussi routière. À Afahiti Tarawa, les routes du centre-ville sont en pleine rénovation avec de nouveaux marquages au sol et une signalisation en cours d'installation. Une transition qui a rendu certains tronçons dangereux ces dernières semaines. Le reportage de David Sanbenet. Alors que le revêtement des routes du centre-ville d'Afahiti Tarawa est en cours de réfection, de nombreux usagers ont adopté une conduite plus rapide qu'à l'accoutumée. C'est pas pour qu'on puisse rouler vite, c'est pour qu'on roule agréablement. Bien sûr, on doit respecter les vitesses et tout ça. C'est surtout rouler agréablement. Comme ça, on ne va pas s'énerver. Le manque temporaire de signalisation a contribué à rendre la circulation périlleuse sur certaines voies. On a eu effectivement, à partir du moment où ces voiries se sont améliorées, des voitures qui ont eu quand même quelques accidents. On a eu à déplorer quelques accidents. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la mise en place de tous les panneaux, progressivement, on va éviter donc de créer des zones accidentogènes. Un arrêté municipal concernant le sens de circulation sera prochainement publié. Des ralentisseurs seront progressivement installés
Tandis que plusieurs modifications de la signalisation ont déjà été mises en œuvre, les 2 voies prioritaires seront limitées à 50 km/h et les petites voiries adjacentes à 30 km/h. Les travaux se poursuivront jusqu'en juillet-août. La commune de Tayarapu-Est appelle donc les automobilistes à redoubler de prudence. On retourne à Rayatea où les administrés de Outurwa ont été invités à décorer leur commune à l'occasion de son 80e anniversaire. Illustration à Veitaporo dans ce reportage de Jessica Doucet. À l'entrée de la ville, ils attirent tous les regards. Un tupa éclatant et une pieuvre géante trônent désormais sur le giratoire Est. Ces sculptures, entièrement fabriquées à partir de matériaux de récupération, sont le fruit d'un travail collectif des habitants du quartier de Veitaporo. Un cahier des charges précis imposait de créer un décor capable de résister au temps au moins 2 années. Mais pour les habitants, il s'agissait aussi de transmettre un message. On s'est dit qu'on va prendre déjà une partie de l'emblème de Outurwa, donc à travers le tupa qui est derrière, et on va aussi faire aussi le festival des Raromatai. Donc il y aura donc le triangle polynésien, elle sera représentée par la pieuvre. Autour des sculptures, des nasses et des ornements en bambou viennent compléter le décor pour un rendu à la fois épuré et élégant. Si chaque quartier dispose d'une grande liberté pour son projet, la sécurité reste une priorité. Pour aller couper les bambous, pour pouvoir mettre tous ces matitis au bord de la route, il faut des autorisations au service de travaux publics et à la DAG. Et il ne faut pas gêner la circulation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des panneaux, il ne faut pas mettre des choses qui font encombrer que les voitures ne voient pas et de l'autre côté et de l'autre côté. Automobilistes et passants profitent désormais de ce nouvel environnement et les commentaires fusent déjà. C'est une première fois que je vois, comme c'est rare que je viens en ville. Et puis voilà, ce matin, je vois magnifique. C'est agréable? Ah oui, c'est agréable. C'est une nouveauté, mais surtout une très bonne chose. Cela démontre qu'il y a une volonté d'améliorer les choses. Les quartiers ont jusqu'au 26 juin pour terminer leurs installations. Le conseil municipal viendra alors visiter les différents sites. À Outurwa, l'embellissement des quartiers rassemble et fait rayonner la commune. Et toujours dans les Raromatai, après Rayatea, cap sur Bora Bora. Depuis plus de 20 ans, des voix familières rythment le quotidien des habitants, celle de la radio locale, une fréquence devenue incontournable sur la perle du Pacifique. Jessica Doucet est allée saluer nos confrères, regardez. Tout commence en 2003. Après un feu vert du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Radio Bora Bora fait entendre ses premières notes sur les fréquences 95.4 et 88.8 FM. Une radio née d'une volonté portée par le Conseil municipal de Lille. Depuis, la station s'est imposée comme un pilier local. Chaque jour, la rédaction concocte une grille de programmes variés, centrés sur l'actualité de proximité, mais aussi sur la culture, l'éducation et la vie quotidienne des habitants. Voici les titres remplis par un simple journal. On a innové chaque année nos émissions de proximité parce que c'est important pour cette île, pour cette commune, d'avoir des informations fraîches et puis de savoir ce qui se passe sur son île. L'équipe compte 8 personnes, journalistes, animateurs, techniciens, une équipe qui a été en partie renouvelée au fil des ans. La radio émet 24 heures sur 24 avec une présence à l'antenne en continu de 6h à 19h. Dernière arrivée, Thierry Maoui a rapidement trouvé sa place. C'est quelque chose de nouveau pour moi, mais ça en vaut la peine parce que c'est un domaine où il est demandé d'être présent, de partager sa joie de vivre, de donner les informations comme elles nous sont données. Mais c'est aussi ce contact avec un public que tu ne vois pas forcément, mais qui t'écoute et qui t'appelle, et c'est gratifiant quand même. Hein. Morning Move, Taraveri à l'époque, Teti Arama ou encore Génération Entrepreneur plus récemment. Depuis 22 ans, les émissions s'enchaînent et s'adaptent tout en gardant un lien fort avec les auditeurs. Le conseil d'administration donc, a recruté des personnes issues de chaque district, bilingues, voire même la langue anglaise, parce que Bora Bora est aussi une île touristique et c'est ce qui apporte donc cette touche de fraîcheur avec cette jeunesse. À l'origine du projet, Gaston Tongsong suit toujours l'évolution de la station avec un œil attentif et bienveillant. Beaucoup ont pensé qu'après l'affaire de Radio Tefana,
d'autres radios communales vont tomber. Et nous, on a résisté parce que justement, on ne veut pas que ce soit une radio d'opinion. Au contraire, c'est une radio ouverte sur la population, aux associations, au monde économique de Bora Bora. On va même jusqu'à faire bénéficier de cette radio aux îles de Raromatei. Radio Bora Bora, c'est 22 ans d'énergie, une voix fidèle des îles sous le vent et encore de nombreuses années d'ondes devant elle. On sort maintenant de nos frontières sans quitter le Pacifique, direction Palau. Le coup d'envoi des 12e mini-jeux de la région sera donné dans 3 jours. Les préparatifs s'intensifient car 1500 athlètes de 23 pays sont attendus sur place, et notamment à Koror. La ville s'anime sur la caméra de notre envoyé spécial, Oriano Tefao. À Koror, ville principale de Palau, les préparatifs s'intensifient. Au National Gymnasium, les installations se peaufinent, militaires à l'œuvre, sportifs en échauffement. Ici, le volleyball entre en scène dans quelques jours. Les équipes sont prêtes et s'entraînent intensivement depuis 6 à 12 mois. Toutes les équipes visent la victoire et on s'attend à une compétition très disputée. Les équipes de Palau sont déjà sur place et s'entraînent tous les jours. À quelques kilomètres de là, les équipes tahitiennes préparent leur arrivée. 5 officiels sont déjà sur le terrain pour coordonner la logistique. Les athlètes seront installés dans une école transformée en hébergement. Ils partageront le site avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. On est arrivé mercredi. Le lendemain, on a récupéré notre voiture. Et c'est par là qu'on a commencé à venir visiter le village. C'est des grandes classes, c'est des lits bateaux. Et on pourra mettre 20 athlètes dans chaque chambre. Elles sont climatisées, c'est déjà bien, parce qu'ici il fait très chaud. À première vue, tout est en place, mais en réalité la logistique reste fragile. Certaines chambres sont encore fermées, le mobilier est toujours en cours d'installation et le timing reste serré. Enfin, quelques salles, quelques chambres sont prêtes, mais on ne peut pas encore venir demain. Il faut attendre que le jeudi, alors que nos athlètes arrivent demain. Je vais voir comment je vais m'organiser avec le chef du village qui est le directeur, je crois, du collège. Je vais encore séparer les chambres parce que je vais mettre les filles de l'autre côté, les garçons de l'autre bout pour ne pas qu'ils soient ensemble et m'occuper de tous les athlètes comme d'habitude. Dans l'ombre, le chef de mission, les agents du COPF et de l'IGSPF orchestrent chaque détail, à commencer par les arrivées échelonnées de nos athlètes. Demain, le 25, on a 50 personnes qui arrivent avec la délégation du volleyball, du basket et notre staff médical. Et les difficultés, c'est vraiment par rapport à la logistique du voyage. À Palau, on a un peu de... Enfin, c'est une destination assez compliquée pour venir. Donc on a dû faire partir notre fret en transit. Et là, on espère que ça arrivera avant que toutes les délégations arrivent, notamment pour tout ce qui est matériel médical, pour que le staff médical puisse bien prendre en charge nos athlètes ici dès qu'ils seront en compétition. Malgré les imprévus, les délégations tahitiennes semblent prêtes à relever le défi. Les premiers athlètes arrivent en fin d'après-midi à Koror, ouverture officielle des mini-jeux le 29 juin. Notre tour quotidien de l'actualité s'achève sur ces préparatifs. Dans quelques instants, Ramzi Malouki vous amène sur le tapis rouge de F1, le film. Puis place à l'ultime épreuve de Koh-Lanta. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.